Salut les amis, c'est Jordi, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour apporter un éclaircissement sur le métier de coach professionnel ou de coach de vie parce que effectivement, souvent dans la tête des gens, on ne sait pas trop ce que c'est et surtout on fait beaucoup de points de confusion avec d'autres métiers qui existent. Donc cette vidéo va vraiment avoir pour vocation de vous aider à définir qu'est-ce que n'est pas un coach et donc en contraste qu'est-ce qu'est le coach par rapport à d'autres métiers. Alors, déjà définissons de manière assez globale, qu'est-ce qu'un coach? Un coach, à la base, ça vient du mot coacher, c'est-à-dire que c'est la personne qui va amener les personnes d'un point A à un point B. Ça veut dire que le coaché ne décide pas la destination, c'est le client qui décide, mais donc il est garant d'accompagner dans le cheminement la personne à atteindre un objectif, à atteindre donc un résultat. Et donc souvent c'est un résultat qui est en fait une transformation, qui est en réalité un changement intérieur. Et en fait le coaching c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire que le premier coach, en fait ça pourrait même avoir été Socrate qui disait connais-toi toi-même, c'est-à-dire que effectivement le coach va être quelqu'un qui va accompagner son client à se découvrir lui-même, à découvrir ses ressources, à découvrir ses zones d'ombre aussi. Et il va utiliser un questionnement qui est l'art de la maïeutique. Et la maïeutique, c'est l'art d'accoucher. C'est-à-dire, par le questionnement, amener une personne à pouvoir se découvrir, à découvrir quelles sont ses ressources, quels sont ses points forts, mais aussi quels sont ses risques. Et parfois, le coach a compris des choses sur son client, mais il ne va pas lui les adresser, il ne va pas lui asséner des vérités, parce que c'est quand même, ça serait très confrontant. Et c'est comme si quelqu'un prenait un lampadaire et que la personne était dans l'obscurité, qu'elle cherchait comme ça la sortie, et que la personne lui amenait une lampe torche comme ça pour vraiment lui exploser au visage. Ça serait une démarche violente. Donc non, l'art du coaching, effectivement, les gens croient qu'un coach va donner des conseils. Non, le coach ne donne pas de conseils. C'est pas pour autant qu'il n'a pas compris la direction ou qu'il n'a pas compris ce qu'elle n'est pas, mais il va amener la personne à subtilement se découvrir et comprendre dans un cheminement par des questions qui peuvent être tantôt totalement exploratoires, c'est-à-dire que le coach a vraiment besoin d'informations, donc il explore. Dans cette première phase, il va explorer à travers le questionnement le territoire, c'est-à-dire comment la personne fonctionne, et à partir de cette exploration, il va faire ce qu'on appelle une modélisation, c'est-à-dire qu'il va, à partir du fonctionnement et des informations qu'il a récoltées sur le territoire, il va donc dresser une carte qu'on va appeler un modèle, et c'est pour ça qu'on utilise le mot de la modélisation, particulièrement en PNL, c'est-à-dire un modèle de comment fonctionne la personne. Et à partir du moment où il a obtenu ces informations, il va là, à ce moment-là, poser des questions, mais dont il connaît déjà un peu les réponses. Mais au lieu de les amener de manière frontale à la personne, avec une espèce de, on appelle ça une position de sachant ou une position haute, ce qui est absolument pas élégant dans la relation à l'autre, il va amener par son questionnement, il va amener la personne à vraiment comprendre, à avoir ses propres réponses et à découvrir. Et oui, parce que vous avez remarqué que quand on a des amis qui sont dans la difficulté, combien de fois, quand on leur donne des conseils de manière frontale, un petit peu comme ça, combien d'entre eux ne prennent pas en fait nos conseils? Alors qu'en fait, quand est-ce qu'on change vraiment? Quand est-ce qu'il y a un changement intérieur qui se fait? Quand on a une prise de conscience et qu'on a trouvé par soi-même la réponse. Donc, l'art du coaching, c'est de réaliser cet accouchement de soi-même. Donc, ce qui veut dire que voilà, pour résumer, il y a bien deux phases. Une phase d'exploration de la part du coach, et une phase vraiment de transformation et de changement où dans son questionnement, il connaîtra déjà les réponses, mais il va amener son client à se découvrir. Et j'aime bien donner cet autre exemple en coaching. C'est comme si le client avait perdu ses clés et qu'il y avait un lampadaire ici et qui tournait sans arrêt comme ça autour du lampadaire. Et qui disait, le coach arrive à lui et lui dit pourquoi tu regardes toujours que la solution elle est ici? Parce que tes clés peut-être que tu les as perdues ailleurs. Et le client va dire oui mais je regarde là parce que c'est ici qu'il y a de la lumière. Voyez? Et donc du coup le rôle du coach est d'amener le client tranquillement à élargir cette zone d'éclairage, cette zone de lumière, et avec énormément de bienveillance, d'empathie et de délicatesse, amener la personne à sortir de sa zone de confort pour aller observer
des endroits et des zones où elle-même ne serait pas allée visiter ces zones-là toute seule. Donc c'est vraiment un art qui est à la fois un savoir-faire, bien sûr, en termes de technique, mais surtout un savoir-être relationnel pour pouvoir avoir justement cette posture de bienveillance, cet accueil et cette posture qui est une position basse, qu'on appelle la position basse du coach, qui va non pas amener la personne et de force, c'est ici que ça se passe, et en position haute, non, surtout pas, ni non plus en position trop basse où je vois le problème mais j'ose pas te le dire parce que je sais pas comment tu vas réagir. C'est d'avoir cette belle posture de savoir-être qui est à la fois confrontante dans les questions qui sont posées, donc qui sortent de la zone de confort, tout en maintenant le lien et tout en maintenant une empathie profonde avec son client et avec son accompagné. Donc sans ce travail sur soi, sans savoir-être, il peut y avoir vraiment des risques. Donc c'est pour ça que moi je crains les formations de coaching qui sont axées que sur du savoir-faire sans avoir approfondi un travail de développement personnel profond, parce qu'on a très très vite fait d'être soit trop confrontant en position vraiment haute, soit en position basse et qu'on n'ose pas parce qu'on a peur que l'autre se vexe. Donc comment trouver vraiment ce juste équilibre relationnel en soi, comment prévenir les risques à ne pas faire des contre-transferts, c'est-à-dire que le client nous agace, ou nous énerve, etc., ou qu'on n'ose pas. Voilà. Donc ça implique déjà de visiter son histoire personnelle et d'avoir fait ce travail vraiment intérieur, en profondeur, pour pouvoir avoir dans son savoir-être cette juste place, cette juste attitude relationnelle, en plus, bien sûr, d'avoir acquis des compétences en savoir-faire qui nous permettent vraiment de pouvoir modéliser correctement comment la personne fonctionne, mais en plus de ça, pouvoir aussi avoir le savoir-faire pour amener la personne à pouvoir visiter ces zones d'ombre et visiter ces zones de lumière aussi et pouvoir générer et provoquer le changement pour mobiliser les ressources chez son client. Donc voilà, donc là c'est vraiment ce que fait le coach. Et donc du coup, dans quel autre type de métier est-ce qu'il peut y avoir de la confusion et donc du coup où va s'arrêter le travail du coach? Eh bien un coach par exemple n'est pas, quand il intervient dans le domaine de l'entreprise par exemple, parce que je vais parler vraiment du domaine de l'entreprise, et puis le domaine de la vie perso, de la vie privée. Alors dans le domaine de l'entreprise, les confusions, ça peut être avec le consultant. Alors un coach n'est pas un consultant. Qu'est-ce qu'un consultant? Un consultant, c'est par exemple quelqu'un qui va avoir une expertise dans un domaine précis, par exemple moi en tant que formateur pour mon organisme de formation, pour pouvoir être accompagné à savoir comment on a des validations RNCP et autres, etc. Ben moi j'ai besoin d'avoir des conseils de quelqu'un qui me dit, ben voilà, France Compétences, par exemple, en tant qu'organisme de formation, ils ont besoin que tu leur montres ça, 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 il faut tourner le langage de cette manière. Ah, donc le consultant va vraiment, de son expertise, me donner des conseils. Il ne fera pas le boulot non plus à ma place, mais qu'il peut, ça dépend le contrat de consulting, il peut faire une partie quand même du travail, par exemple, une partie rédactionnelle, c'est complètement possible. Mais en tout cas, son rôle, c'est d'être payé pour vraiment donner du conseil par rapport à son expertise. Il va conseiller son client. Et donc le coach, lui, n'est pas un consultant. Le coach peut intervenir dans des domaines dans lesquels il n'a pas de connaissances, par exemple dans des entreprises où il n'a pas de connaissances, mais lui, sa connaissance, c'est quoi? C'est le fonctionnement humain, c'est le fonctionnement de la relation, le fonctionnement intérieur, et il ne va pas donner des conseils, mais il va amener la personne à se découvrir et à faire les liens qu'elle ne faisait pas, et vraiment à pouvoir optimiser ses ressources. Donc, le coach n'est pas consultant, ou alors il va falloir qu'il dise je suis coach et consultant, mais que dans le contrat, que les choses soient quand même scindées, qu'on sache quand il est dans sa posture à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire au consultant ou est-ce qu'on a affaire au coach, voyez? Donc un coach n'est pas un consultant et mon Dieu, je vois des annonces, ils cherchent des coachs consultants des entreprises, etc. Mais attention, c'est du coaching ou c'est du consulting? Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc un coach n'est pas un consultant. Il y a aussi autre chose avec quoi c'est confondu, c'est avec le mentoring. Donc le mentoring, qu'est-ce que c'est? C'est quand par exemple dans une entreprise, quelqu'un a vraiment une expérience, par exemple il a 30 ans ou 40 ans de métier, et il y a un jeune qui arrive et le mentor va accompagner le jeune à pouvoir du coup s'installer dans son poste, et il va vraiment être là, il va pouvoir le guider jusqu'à ce que la personne elle atteigne un certain niveau par rapport à l'exemple de l'ancien. Donc là encore,
c'est pas du coaching, c'est du mentoring. Vous voyez la différence? Voilà. Donc le coaching n'est pas du consulting, le coaching n'est pas du mentoring. Ça peut par contre être un petit peu aussi de la médiation parfois. Donc il y a des métiers où c'est vraiment des médiateurs qui vont intervenir en cas de conflit. Le coach peut aussi avoir quand même quelques outils de médiation. Voilà, il peut venir jouer ce rôle-là, en tout cas selon sa spécificité. En tout cas, je sais qu'en PNL, on a beaucoup d'outils, par exemple, qui sont sur la gestion de conflits, qu'on peut vraiment utiliser aussi pour de la médiation. Donc là, la frontière déjà est quand même beaucoup plus mince. Donc ça, c'est vraiment sur le domaine de l'entreprise. Nous avons aussi le formateur en entreprise. Donc le formateur, c'est quelqu'un qui va apporter un savoir et qui va amener des personnes à développer des compétences particulières. Donc là encore, c'est pas du coaching, puisque le coaching, c'est d'accompagner les personnes dans un questionnement à se découvrir soi et atteindre ses objectifs. Alors que le formateur, lui, va avoir pour but de développer des compétences chez une personne et d'évaluer si les compétences sont bonnes ou pas. Donc c'est un accompagnement au développement de compétences. Concernant le domaine privé, de la vie privée, la vie personnelle, le coaching de vie, on a encore justement des endroits où on a des confusions. Donc on a des personnes par exemple qui ont besoin d'un thérapeute et qui vont consulter un coach, vous voyez, ou qui vont par exemple aller consulter un thérapeute alors qu'ils ont besoin inversement plutôt d'un coach. Donc qu'est-ce que c'est qu'un psy? Un psy, c'est un expert de la psychologie humaine. Donc bien sûr que le coach fait aussi de la psychologie, il a des compétences sur le fonctionnement du cerveau, mais on va déjà voir les différences entre métiers. Souvent, un thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire un thérapeute? Il va aller apporter une compétence pour apaiser la souffrance d'une personne. Donc ça veut dire qu'il y a une blessure et qu'on va accompagner cette personne à guérir cette blessure. Donc il peut être une blessure intérieure, douloureuse, par rapport à des événements, des traumas par exemple, sur des événements qui ont été issus du passé. Donc le thérapeute apporte un soin. C'est pour ça qu'on dit de la thérapie, c'est du soin. Donc dans le thérapeute, il y a une orientation beaucoup plus passée, d'exploration aussi et de soin. Donc il y a une action de soin. Alors que le coach, comme il s'agit d'accompagner la personne à un objectif, il y a une orientation quand même un peu plus résultat sur un objectif et c'est pas apporter un soin, c'est développer des ressources pour atteindre des ressources pour atteindre ce résultat. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même travail. Voilà, donc le thérapeute apporte un soin à une blessure qui est souvent issue du passé ou du présent, alors que le coach va être orienté beaucoup plus futur dans l'avenir pour développer des ressources pour atteindre un objectif. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc par exemple, le psychanalyste, qu'est-ce qu'il va faire le psychanalyste? Souvent, le nombre de séances, c'est vraiment indéterminé parce que ça peut prendre plusieurs années où la personne va explorer en profondeur son passé, son histoire pour se connaître et se comprendre, analyser sa vie et analyser son fonctionnement par rapport à l'histoire vraiment de sa vie. Donc ça veut dire que le nombre de séances n'est pas défini, c'est un nombre de séances indéterminé et le résultat, ça va être en fonction de ce que la personne, quand elle sent qu'elle est prête ou pas et comment ça se passe avec le psychanalyste aussi. Donc il y a vraiment un nombre de séances très très long, hein, c'est toutes les semaines ou c'est très régulier, des séances suivies. Le psychothérapeute, lui, va apporter un soin par rapport à des blessures spécifiques. Donc souvent les psychothérapeutes, eux, sont formés à d'autres techniques. Par exemple, ça peut être la TCC, les thérapies comportementales, cognitives ou la Gestalt. On peut aussi avoir des thérapeutes PNL qui ont effectivement des protocoles de PNL de thérapie, de changement. Donc vous voyez, ça va être un nombre de séances pour guérir une blessure et ça peut être de la thérapie bref, comme par exemple entre 10-15 séances. On a par exemple aussi de l'hypnose ericksonienne, ils peuvent utiliser ça, mais en tout cas c'est apporter à travers certaines techniques des actions qui vont gérer les émotions, des schémas de pensée pour guérir certaines blessures. Encore une fois, ce n'est pas le rôle du coach puisque le coach va être d'amener son client à effectivement atteindre des objectifs. Donc il va pas, normalement il devrait dire le coach sur la partie thérapie, s'il y a un blocage qui est sur ce côté-là, allez voir un thérapeute. Maintenant, c'est vrai que j'aime apporter une nuance sur les coachs PNL.
Parce que quand même, les coachs PNL ont la possibilité avec des protocoles d'aller réparer, effectivement d'aller exercer ce travail réparateur sur parfois des choses difficiles. Mais alors du coup, quelle est la différence? Parce que la frontière commence à devenir mince. Mais en fait, c'est très simple. C'est que souvent, pour de la psychothérapie, pour le savoir, pour avoir moi-même fait une psychothérapie, la psychothérapie, écoutez, le nombre de séances, c'est un travail de croissance. Ça veut dire que moi, quand j'ai fait une psychothérapie, c'était un nombre de séances indéfini. Ça veut dire que si j'ai besoin de passer 3 mois, de passer 6 mois, de passer 2 ans en psychothérapie par rapport à une de mes blessures, le psychothérapeute, lui, s'adaptait à mon évolution parce que c'était vraiment un travail, je dirais, si j'utilise le langage de la PNL, en haut des niveaux logiques, c'est-à-dire un travail au niveau de l'identité, au niveau de l'histoire familiale, etc. Et donc c'est un travail de croissance, la psychothérapie. C'est un travail qui peut prendre du temps, qui peut prendre plusieurs mois. Alors qu'en coaching, on va définir ensemble un nombre de séances et on va dire, ok, on va faire peut-être 5, 6 séances, peut-être 10 séances pour atteindre ce résultat précis. Donc en coaching, le résultat est quantifiable, il est mesurable et peut-être qu'effectivement, un coach, par exemple, qui est formé à certaines techniques comme la PNL, il peut à un moment donné utiliser une technique qui sera un petit peu plus normalement une technique que des thérapeutes utilisent. Mais il va l'utiliser dans le cadre d'un objectif mesurable. Et s'il y a besoin de faire un travail, donc ce sera un travail ponctuel, parce qu'il aura en plus été formé à des techniques, il aura été certifié, etc., des techniques comme la PNL ou la Gestalt ou d'autres choses, mais il l'utilise dans le cadre d'un coaching. Donc ça veut dire que si c'est un travail à faire beaucoup plus en profondeur, où il faut vraiment laisser un temps à la croissance avec un accompagnement beaucoup plus long, il vaut mieux dans ces cas-là que le coach dise « Ok, là on a vraiment un point de blocage où on peut désamorcer avec un protocole technique que j'ai qui peut aider à désamorcer certains blocages intérieurs, certaines croyances. Mais on va le faire de manière ponctuelle avec ce nombre de séances définies. Si ce n'est pas suffisant et qu'un travail plus en profondeur à faire, ce n'est plus de ma compétence et je vous propose d'aller voir un thérapeute ou de faire un travail en thérapie complémentaire au coaching, mais qui vous permettra d'aller réparer en profondeur ces blessures-là, parce que moi, en tant que coach, ma position, c'est de vous aider à développer des ressources. Donc, développer des ressources, ça veut dire que le coach, souvent, il a des outils pour vraiment faire de la préparation mentale, gérer son émotion, avoir des techniques, voilà, pour vraiment clarifier une vision, développer aussi des ressources comme de l'engagement, etc. Donc, il peut, par exemple, un coach vous donner ce qu'on appelle des tâches métaphoriques et vous dire, voilà, entre 2 séances, voilà le défi que je te donne, ça pourrait être de faire ça, 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 en accord bien sûr avec son client, puisque le client voit les ressources qu'il doit développer et il va développer, voilà, des ressources. Il ne faut pas opposer les professions, il n'y a aucune guerre de profession, mais il y a de la complémentarité. Je crois vraiment à la complémentarité, c'est-à-dire qu'un psy peut vraiment, un psychothérapeute, voilà, peut vraiment apporter une aide pour analyser des choses qui sont passées au niveau de la famille, de la construction de l'identité dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé, quel trauma il y a eu, etc. Tout comme un psychiatre, lui, un psychiatre, c'est pas un psychanalyste, c'est pas un psychothérapeute, c'est un médecin, un psychiatre, qui en fonction de ce qu'il va diagnostiquer, va pouvoir apporter les médicaments qui sont appropriés ou pas. Donc lui, c'est un regard de médecin qui dit de quoi la personne a-t-elle besoin pour aller mieux, donc il prescrit, mais des fois, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant, c'est pas juste parce que la personne va prendre des antidépresseurs qu'elle va pour autant développer des ressources. Donc c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire. Et à la fois un travail de thérapie pour guérir vraiment en profondeur et dans un cheminement souvent beaucoup plus long que le coaching, un travail de blessure. Mais là où le coach il a vraiment toute sa place que les thérapeutes n'auront pas, c'est que le coach va vraiment pouvoir amener la personne à développer des ressources et peut-être aussi à comprendre certains fonctionnements qui ne sont tout simplement pas appris, ces fonctionnements-là, dans la psychologie ou la psychanalyse classique. Parce qu'on a tout un tas de modèles qui sont vraiment des outils en plus pour comprendre par exemple des schémas relationnels qu'on peut trouver par exemple avec l'analyse transactionnelle, des schémas de personnalité qu'on peut trouver par exemple avec des techniques comme l'énagramme, la processcom, le MBTI, voyez, ou le carré fondamental par exemple. Et également des techniques comme par exemple la PNL, les IOS, la Gestalt, des techniques qui vont vraiment permettre de développer des ressources pour atteindre cet objectif. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous permet de pouvoir mettre de la nuance à travers les différents métiers, ce qui vous permet, vous, par rapport à vos besoins,
de pouvoir aller consulter le bon professionnel. Et aussi, si vous voulez vous former et que vous êtes intéressé, par exemple, par ce métier de coach, de savoir qu'est-ce que vous allez faire en tant que coach professionnel et coach de vie, qui n'est pas un coach sportif qui donne des conseils, ou un coach séduction qui va aussi donner des conseils, bien que des fois les coachs séduction peuvent aussi apporter vraiment un questionnement identité, un questionnement de personnalité, de profil de personnalité, de fonctionnement, ça dépend encore une fois comment il s'est formé, donc allez voir les CV des personnes, mais en tout cas les coachs professionnels qui accompagnent les managers, les dirigeants, qui vont apporter de la cohésion dans des équipes ou qui vont faire du coaching d'équipe quand il y a des difficultés, ou du coaching de vie qui va permettre à une personne de retrouver plus de confiance en elle pour par exemple s'adapter à un nouveau poste, pour pouvoir clarifier qu'est-ce qu'elle va faire au niveau professionnel dans sa vie, ou par exemple résoudre des conflits. La personne elle a deux doigts de divorcer, elle est dans des conflits relationnels, elle ne sait pas comment gérer ces conflits relationnels. Clairement le thérapeute, il va pas travailler là-dessus. Le coach il va vraiment travailler sur qu'est-ce qui se passe dans votre relation et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore. Tiens, c'est quoi les nouvelles stratégies à mettre en place? Quelles sont les stratégies que vous mettez là? Et quelles seraient les stratégies d'excellence qu'on pourra mettre en place maintenant? Mais c'est pas du tout le même travail. Et moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, les personnes sont perdues et du coup, elles ne savent pas vers quel professionnel se tourner. Donc du coup, si vous faites une formation de coach et que vous voulez vous lancer dans ce métier, il est absolument important que vous sachiez quel est votre positionnement. Et l'une des premières choses qu'on travaille avec les élèves quand ils font une formation chez nous, en tout cas, mais c'est un peu pareil sur ce point, ça va vraiment être pareil dans toutes les écoles de coaching, c'est qu'on va vraiment travailler la posture du coach, c'est-à-dire quel est d'abord son positionnement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, quel est le contrat qu'il va avoir avec ses clients, où sont ses limites, et comment il fait pour à un moment donné ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire dépasser la limite, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas de son ressort. Donc ça doit être vraiment clair pour le coach, mais ça doit vraiment aussi être clair pour le client. Et je pense qu'une bonne connaissance de ces différents métiers vous permettra de pouvoir vous diriger sur les professionnels qui correspondent vraiment à votre problématique. Voilà, c'est Jordi, je suis dirigeant d'un organisme de formation en coaching spécialement. On fait aussi un peu de thérapie brève, mais notre base c'est surtout le coaching et avec la spécificité de la PNL en plus parce qu'on a une expertise avec la PNL, même si dans le coaching on a intégré tout un tas d'autres outils bien sûr, parce que la PNL ne suffit pas pour être coach. Mais voilà, si vous souhaitez en tout cas faire une formation de coach ou en savoir plus, allez visiter le site activepnl.com. Vous allez pouvoir trouver les formations ou d'autres contenus de vidéos. Mais cette vidéo avait surtout pour vocation de vous amener à pouvoir un petit peu donner de la nuance à ces différents métiers. Voilà les amis, merci, à très vite.